Au cœur doré de Paris, où les fortunes se font et se défont le temps d'un seul repas, une jeune femme nommée Amélie Laurent se déplaçait comme un fantôme. Elle était serveuse, invisible aux yeux des titans de l'industrie qu'elle servait. L'un de ces titans était Julien Delacroix, un homme dont le nom était une arme à la Bourse de Paris et dont la présence pouvait réduire une salle au silence. Ce soir-là, il était en colère. Il choisit de dissimuler sa fureur derrière le voile d'une langue étrangère, crachant des insultes en japonais à ses subordonnés, confiant dans son intimité. Il n'imagina jamais que la discrète serveuse qui remplissait son verre d'eau non seulement comprenait chaque mot venimeux, mais s'apprêtait à lui infliger la leçon la plus humiliante de sa vie d'une voix aussi fluide et acérée que la sienne. L'air du Céleste était lourd de l'odeur de l'argent. Ce n'était pas seulement l'huile de truffe sur les pâtes fraîches ou le Bordeaux millésimé qui s'oxygénait dans des carafes en cristal. C'était le parfum invisible du pouvoir qui s'accrochait aux costumes sur mesure et aux robes de soie de sa clientèle. Pour Amélie Laurent, ce parfum était un rappel constant et suffocant d'un monde qu'elle avait perdu. À 24 ans, elle portait l'uniforme noir amidonné du restaurant comme une armure, ses mouvements économiques et précis, son sourire un masque soigneusement construit de neutralité plaisante. Chaque soir était une performance. Elle était la machiniste silencieuse dans le grand théâtre de l'élite. Elle savait qu'il fallait approcher la table du sénateur Martin uniquement lorsqu'il faisait une pause pour boire, sans jamais interrompre ses monologues tonitruants. Elle avait appris que Madame de Rothschild préférait son eau avec exactement 2 tranches de citron, jamais 1, jamais 3, et qu'elle la renverrait avec un regard de déception cinglante si la règle était enfreinte. Amélie naviguait dans ces eaux troubles avec une grâce qui démentait l'épuisement qui pesait sur ses épaules. Sa vraie vie existait loin de cette scène opulente, dans un minuscule appartement au 4e étage sans ascenseur dans le 19e arrondissement, où l'odeur des remèdes à base de plantes de sa grand-mère s'accrochait au papier peint délavé. Chaque euro qu'elle gagnait, chaque pourboire soigneusement empoché, allait à la montagne de factures médicales qui était devenue le trait marquant de son existence. Sa grand-mère, Catherine, était le dernier vestige de sa vie antérieure. Une femme frêle mais farouchement fière, attachée à une machine à oxygène, son esprit toujours aussi vif que les dossiers juridiques qu'elle rédigeait autrefois. C'était pour Catherine qu'Amélie endurait la cruauté désinvolte et l'indifférence totale des clients du Céleste. Elle écoutait des hommes portant des montres à 100 000 € se plaindre qu'une prime de 3 millions était insultante, puis rentrait chez elle pour compter méticuleusement ses pièces et ses petits billets afin de savoir si elle pouvait se permettre la meilleure marque de médicaments cette semaine-là. L'ironie était une pilule amère qu'elle avalait quotidiennement. Mais ce soir, l'atmosphère du Céleste était chargée d'une énergie différente, une tension palpable qui semblait émaner d'une seule source. L'arrivée de Julien Delacroix y était pour beaucoup. À 32 ans, Julien Delacroix n'était pas seulement un acteur dans le monde de la finance. Il était le maître du jeu. En tant que PDG du groupe Delacroix, une tentaculaire société d'acquisition mondiale, il avait une réputation de sauvagerie d'entreprise qui était légendaire. Il n'acquérait pas seulement des entreprises, il les consommait, les dépensant pour leurs actifs et laissant ses concurrents dans son sillage comme des carcasses. Sa photo était régulièrement publiée dans les Échos et le Figaro Économie, toujours avec le même regard froid et prédateur de ses yeux gris perçants. Il arriva avec un entourage de 2 hommes plus jeunes, tous deux dégageant l'énergie nerveuse de hyènes tournant autour d'un lion. Le trio fut installé dans la section d'Amélie, à la table d'angle convoitée avec une vue panoramique sur les lumières de la ville, une table habituellement réservée des semaines à l'avance. De toute évidence, Julien Delacroix n'attendait pas. Dès l'instant où il s'assit, il fut une tempête contenue dans un costume de grand tailleur parisien. Il ne regarda même pas Amélie, adressant sa commande d'une bouteille de cognac Louis XIII, un alcool qui coûtait plus que son loyer mensuel, à l'air devant lui. Il claqua des doigts pour attirer son attention, un geste si humiliant qui lui fit serrer la mâchoire, mais le masque resta en place. « Tout de suite, monsieur, » dit-elle, sa voix une mer placide recouvrant un océan turbulent de ressentiment. Alors qu'elle décantait le cognac avec des mains expertes, elle ne put s'empêcher d'entendre leur conversation. Elle était brutale. Julien était en train d'éviscérer le plus jeune des 2 hommes, un analyste nerveux nommé Léo, à propos d'un modèle de projection défectueux. Ce n'est pas juste faux, Léo. C'est paresseux. La voix de Julien était un grognement sourd, chaque mot un coup de poignard parfaitement articulé. Cela montre une incompréhension fondamentale des pressions du marché dans le secteur asiatique. Avez-vous seulement lu les rapports trimestriels du Nikkei, ou étiez-vous trop occupé à mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux? Léo balbutia, son visage devenant d'un rouge tacheté. Monsieur Delacroix, je pensais que les données étaient solides. Vous pensiez, se moqua Julien, prenant le verre qu'Amélie lui tendait sans un regard. Vous n'êtes pas payé pour penser. Vous êtes payé pour avoir raison. La différence, semble-t-il, est un concept qui vous échappe. L'autre homme, un associé senior nommé David Chen, observait l'échange avec une expression clinique et détachée.
Il était plus âgé, plus vif, et comprenait clairement l'art de rester hors de la ligne de mire. Amélie s'éloigna, le cœur battant, avec un étrange mélange de pitié pour le jeune analyste et une fureur blanche face à l'arrogance de Julien. C'était un tyran qui utilisait son pouvoir et sa richesse comme une matraque. Et elle avait connu des hommes comme lui auparavant. Des hommes comme les partenaires d'affaires de son père qui souriaient lors des barbecues familiaux tout en complotant secrètement pour démanteler l'œuvre de sa vie. Le souvenir était une piqûre fraîche, une blessure qui ne guérissait jamais tout à fait. Elle se retira dans la sécurité relative du poste de service, polissant des verres à vin avec une férocité qui faisait chanter le cristal. Elle pouvait encore sentir sa présence à travers la pièce, un vortex d'énergie négative aspirant toute la lumière et la chaleur dans son centre sombre. La nuit était encore jeune, mais Amélie avait un pressentiment, un nœud froid se serrant dans son estomac, que cette tempête particulière se dirigeait droit sur elle. Le repas se déroula comme une campagne militaire soigneusement orchestrée. Julien Delacroix dirigeait la conversation avec une efficacité impitoyable, disséquant une potentielle OPA hostile sur une entreprise technologique japonaise, Innovation Ishikawa. L'entreprise était une institution historique, connue pour ses traditions profondément ancrées et ses pratiques commerciales basées sur l'honneur, tout ce que Julien Delacroix considérait avec mépris comme inefficace et archaïque. Amélie entrait et sortait de leur orbite, un fantôme silencieux et efficace. Elle débarrassait les assiettes, remplissait les verres d'eau et s'assurait que la bouteille de cognac restait à un niveau respectable. Elle était passée maître dans l'art de la présence par l'absence, de tout voir et tout entendre tout en semblant ne rien remarquer. C'était une compétence de survie affinée par des années de pratique. Son esprit, cependant, était un tourbillon. Innovation Ishikawa. Le nom résonna profondément en elle. Elle se souvenait que son père en parlait avec un immense respect. Il avait collaboré avec eux sur un projet, louant leur intégrité et leur vision à long terme. Entendre Julien Delacroix en parler comme d'un veau gras prêt pour l'abattoir ressemblait à une profanation personnelle. Leur conseil d'administration est de la vieille garde, disait Julien en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Ils valorisent la loyauté plus que le profit. Ils croient encore à l'emploi à vie. C'est une maladie, et cela les rend vulnérables. Leur division robotique est leur joyau de la couronne, contrat David Chen avec tact. Leurs brevets seuls valent le prix de l'acquisition. Mais leur culture d'entreprise, c'est une forteresse. Une approche directe se heurtera à une résistance unifiée. Alors, nous n'utiliserons pas d'approche directe. Les lèvres de Julien s'étirèrent en un semblant de sourire, dépourvu de toute chaleur. Nous viserons les fondations. Nous trouverons les fissures. Nous les exploiterons. Chaque forteresse a un point faible, David. Trouvez-le. La tension à la table était palpable. Léo, le jeune analyste, avait à peine touché son homard bleu, un plat qui aurait pu nourrir Amélie pendant une semaine. Il avait l'air pâle et brisé, comme un soldat qui venait de survivre à un bombardement. C'est au moment où Amélie se pencha pour débarrasser les assiettes du plat principal que la dynamique changea. Julien devenait frustré par la prudence de ses associés. Il voyait leur prudence comme une faiblesse, un échec à égaler sa propre agression sans borne. Il avait besoin de marquer un point, de réaffirmer sa domination d'une manière qui soit à la fois absolue et privée. Il changea de langue. Il se mit à parler en japonais, rapide et fluide. Le changement fut instantané. La langue, si différente des consonnes dures de son français, coulait de lui avec une aisance déconcertante. Les mots étaient tranchants, précis et totalement méprisants. Les mains d'Amélie se figèrent une fraction de seconde au-dessus d'une assiette, la fourchette et le couteau s'entrechoquant doucement. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle n'avait pas entendu cette langue parlée avec une telle aisance désinvolte depuis ses tuteurs d'enfance, depuis les voyages d'affaires à Tokyo avec son père, depuis l'époque où son monde était un palais, et non une prison d'uniformes amidonnés et d'humilité feinte. Julien, se croyant protégé par la sécurité impénétrable d'une langue qu'aucune simple serveuse ne pourrait comprendre, laissa tomber complètement son masque de civilité. Il fit un vague geste en direction d'Amélie avec sa fourchette, les yeux fixés sur David Chen. Amélie n'avait pas besoin d'être linguiste pour comprendre le mépris brut dans son ton. Mais elle était linguiste. Elle était plus qu'une linguiste. Elle avait été élevée pour être une citoyenne du monde, une future héritière capable de négocier un accord en 3 langues avant son 18e anniversaire. Le japonais avait été sa langue préférée, une langue d'une complexité magnifique et d'un respect subtil. Un respect que Julien tordait maintenant en une arme d'insulte grossière. Il ne se contentait pas de réprimander son équipe. Il l'utilisait comme accessoire. « Méfiez-vous des gens comme elle », dit-il, sa voix dégoulinant de dédain. La colonne vertébrale d'Amélie se raidit. Il parlait d'elle. Il poursuivit,
Ces mots une cascade de cruauté désinvolte visant David et Léo, mais en l'utilisant comme sujet. Les murs ont des oreilles. Même dans un dépotoir comme celui-ci, il faut savoir ce qu'il ne faut pas dire. Il lui adressa ensuite un commentaire spécifique, son regard balayant son uniforme avec un dégoût non dissimulé. Quoique cette femme ne comprendrait probablement même pas la valeur d'un seul euro. Ce fut cette dernière phrase qui brisa le barrage de sang-froid soigneusement construit par Amélie. Ce n'était pas seulement une insulte à son intelligence ou à sa condition. C'était un rejet de tout son être. Il l'avait regardé et n'avait vu qu'un obstacle, un meuble, une non-entité incapable de pensée ou de compréhension. Il l'avait dépouillé de son humanité dans une langue qui lui était chère. Le sang quitta son visage pour y revenir avec la force d'un raz-de-marée. Les années de colère refoulées, le deuil de sa vie perdue, les humiliations quotidiennes, tout cela fusionna en un unique point de clarté cristalline. Le masque qu'elle portait chaque soir ne se contenta pas de se fissurer, il vola en éclats. Elle empila les assiettes avec une précision délibérée, presque silencieuse. Ses mouvements n'étaient plus ceux d'une serveuse timide. Il y avait une vieille autorité familière dans la posture de ses épaules, une lueur dangereuse dans ses yeux qui n'y était pas quelques instants auparavant. Elle prit une lente et profonde inspiration, se recentrant. Julien Delacroix avait commis une erreur colossale. Il avait supposé qu'elle faisait partie du décor. Il était sur le point d'apprendre que c'était elle qui l'avait conçue. Alors qu'Amélie se redressait, les lourdes assiettes en céramique semblant en apesanteur dans ses mains, tout le restaurant parut s'estomper en un arrière-plan assourdi. Le tintement des verres, le murmure des conversations lointaines, le jazz doux diffusé par les haut-parleurs, tout s'évanouit en un bourdonnement sourd. La seule chose réelle était la bulle d'espace suffocante autour de la table de Julien Delacroix. Léo et David baissaient les yeux, leur visage un mélange de honte et de peur, refusant de croiser le regard de leur patron. Julien lui-même était penché en arrière, un air suffisant et satisfait sur le visage. Il avait rétabli la hiérarchie, rappelé à ses subalternes sa supériorité intellectuelle et culturelle. Il prit une lente gorgée de son cognac, l'image même du pouvoir intouchable. Amélie posa les assiettes empilées sur son plateau de service. Elle aurait pu s'en aller. C'était la chose intelligente à faire, la chose sûre. C'était ce qu'elle faisait depuis 2 ans, s'éloigner, absorber les affronts, ravaler sa fierté pour survivre un jour de plus. Mais ces mots, prononcés dans la langue de ses étés d'enfance à Kyoto, avaient été une clé tournant une serrure au plus profond d'elle-même. Une partie d'elle qu'elle croyait morte avec l'entreprise de son père reprit vie. C'était la partie d'elle qui n'était pas une serveuse, mais la fille d'Arthur Vasseur, un homme qui lui avait appris que la dignité était le seul bien que personne ne pourrait jamais vous prendre. Elle tourna légèrement son corps, pas complètement face à Julien, mais s'orientant de manière à s'adresser à toute la table. Elle s'éclaircit la gorge, un son doux, presque imperceptible. Puis elle parla. Sa voix, quand elle s'éleva, n'était pas le ton déférent et légèrement tendu d'une serveuse. Elle était basse, claire et résonnante. C'était une voix habituée à être entendue, une voix qui portait le poids d'une salle de conseil, pas d'une salle de restaurant. Et les mots qu'elle prononça étaient dans un japonais impeccable, exquisément poli et mortellement précis. « Ne vous inquiétez pas, Delacroix-sama », commença-t-elle, son ton impeccablement formel. L'effet fut celui d'une grenade explosant dans la tension silencieuse de la table. Julien Delacroix, qui venait de porter son verre à ses lèvres, se figea à mi-chemin. Ses yeux, qui balayaient la pièce avec dédain, se fixèrent sur son visage. La suffisance s'évapora, remplacée par une expression de choc pur et total. Sa mâchoire se détendit. Le précieux cognac trembla dans sa main. La tête de David Chen se releva brusquement, son masque professionnel s'effritant pour révéler la stupéfaction. Léo avait l'air d'avoir vu un fantôme, la bouche bée dans un « oh » silencieux. Amélie soutint le regard de Julien, ses propres yeux froids et sans ciller. Elle continua dans le même japonais formel, chaque syllabe une pierre de défi parfaitement polie. « Je n'avais pas l'intention d'écouter votre conversation. » Elle marqua une pause, laissant la déclaration en suspens dans l'air, en contradiction directe avec sa supposition. Puis elle asséna le coup de grâce, sa voix s'adoucissant avec une sincérité délicieusement glaçante. Cependant, je trouve vos réflexions sur la structure d'innovation Ishikawa fort intéressantes. Elles revêtent une signification culturelle profonde qu'il est souvent difficile pour les étrangers de comprendre. Le sous-entendu était une lame de rasoir enveloppée dans de la soie. Elle n'avait pas seulement compris ces mots. Elle avait compris toute sa stratégie commerciale. Et avec le seul mot soigneusement choisi, étranger, guégin, elle avait subtilement et expertement inversé la dynamique du pouvoir. À cet instant, dans cette langue, il était l'étranger ignorant, et elle était celle qui possédait la connaissance la plus profonde. Un silence.
Un silence profond et retentissant s'abattit sur la table. Le reste du restaurant continuait sa symphonie inconsciente, mais pour eux quatre, le temps s'était arrêté. Julien, lentement, très lentement, reposa son verre sur la table. La couleur avait quitté son visage. Il la fixait, son esprit visiblement en ébullition, essayant de recalibrer une réalité qui venait d'être brisée. Qui était cette femme? Où une serveuse à Paris avait-elle appris non seulement le japonais, mais le dialecte formel et nuancé des affaires de haut niveau? La forme polie qu'elle avait utilisée, le keigo, était quelque chose que l'on apprenait au travers d'années d'études dédiées ou plus probablement, d'une éducation privilégiée. C'est Marc, le maître d'hôtel du restaurant, qui rompit le charme. Sentant la tension électrique de l'autre côté de la salle, il s'approcha, son visage une toile d'inquiétude professionnelle. « Est-ce que tout va bien ici, monsieur Delacroix ?» demanda-t-il, ses yeux allant de l'expression foudroyante de Julien au comportement étrangement calme d'Amélie. Julien ne répondit pas. Il ne semblait pas pouvoir détacher ses yeux d'Amélie. Ce fut David Chen qui parla, la voix tendue. « Tout va bien, Marc. » Un léger malentendu. Amélie fit une légère et formelle révérence, un geste de politesse si purement ancré en elle qu'il était presque surréaliste avec son uniforme de serveuse. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. Puis, le plateau d'assiettes stable dans ses mains, elle se tourna et s'éloigna. Elle ne se pressa pas. Ses pas étaient mesurés et confiants, la ligne droite de son dos un témoignage silencieux de sa victoire. Elle pouvait sentir le poids du regard de Julien Delacroix sur elle, une pression physique. Ce n'était plus le regard dédaigneux d'un supérieur envers une subordonnée. C'était le regard analytique et concentré d'un prédateur qui vient de découvrir que le cerf qu'il traquait est en réalité une lionne déguisée. Amélie atteignit les portes battantes de la cuisine avant que l'adrénaline ne la frappe de plein fouet. Dès qu'elle fut hors de vue, son corps se mit à trembler. Elle posa le lourd plateau sur le comptoir en acier avec un fracas qui fit sursauter l'un des cuisiniers. Sa respiration était haletante, son cœur un tambour frénétique contre ses côtes. Que avait-elle fait? Pendant 2 ans, son mantra avait été l'invisibilité. Se fondre dans la masse. Ne pas faire de vagues. Gagner l'argent. Payer les factures. Et garder la tête basse. En un seul coup, avec quelques phrases dans une langue qu'elle n'était jamais censée connaître, elle avait allumé un phare, attirant l'attention pleine et entière de l'un des hommes les plus puissants et impitoyables de la ville. « Ça va, Amélie ?» demanda Marie, une collègue serveuse, en s'essuyant le front en passant. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, » mentit Amélie, forçant un sourire tremblant. « Je crois que je viens d'en devenir un. » Elle s'appuya contre le métal froid du comptoir, se forçant à inspirer, expirer. L'odeur d'ail et de sauce mijotée, habituellement réconfortante, semblait maintenant écœurante. Elle avait défié Julien Delacroix. Non seulement elle avait exposé son arrogance, mais elle l'avait fait selon ses propres termes, en utilisant une aisance culturelle et linguistique qu'il pensait être son domaine exclusif. Un homme comme lui ne se contentait pas d'être embarrassé. Il se vengeait. Son bref moment de panique fut interrompu par Marc, le maître d'hôtel, qui poussa les portes. Son visage était sombre. « Amélie, monsieur Delacroix veut vous parler dans mon bureau. Maintenant. » Ça y est. Elle allait être renvoyée. La pensée provoqua une nouvelle vague de nausée en elle. Perdre ce travail serait catastrophique. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la bonne mutuelle qui l'accompagnait. La seule chose qui empêchait les frais médicaux de sa grand-mère de les ruiner complètement. Redressant les épaules, elle essuya ses mains moites sur son tablier. La peur était toujours là, un serpent froid dans son estomac, mais elle était maintenant recouverte d'une résolution pleine de défis. Elle avait été Amélie Vasseur, et elle ne se laisserait pas intimider. Elle suivit Marc à travers la cuisine animée jusqu'au petit bureau exigu à l'arrière. Julien Delacroix était déjà là. Il avait congédié Marc d'un geste du poignet. Il se tenait près de la petite fenêtre, le dos à la porte, regardant la ruelle crasseuse. Les 2 associés n'étaient nulle part en vue. Il s'en était débarrassé comme un serpent de sa peau. Il se tourna lorsqu'elle entra, et l'air dans la petite pièce crépita. Le choc brut avait été remplacé par une intensité froide et calculatrice. Ses yeux gris étaient comme des éclats de silex, cherchant des réponses sur son visage. « Fermez la porte », dit-il. Sa voix était calme, dépouillée de sa grandiloquence antérieure, ce qui la rendait bien plus menaçante. Amélie obéit, le cliquetis du loquet résonnant de manière anormalement forte dans le silence. Elle tint bon, les mains jointes derrière le dos, refusant d'être intimidée par sa présence dans l'espace confiné. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la question abrupte et directe. « Je m'appelle Amélie Laurent. Je suis votre serveuse ce soir, » répondit-elle, la voix stable.
Ne jouez pas avec moi, lança-t-il en s'approchant. Les serveuses du 19e arrondissement ne parlent pas un japonais de niveau conseil d'administration. Elles ne savent pas ce qu'est le keigo, et elles ne l'utilisent certainement pas pour me remettre à ma place. Alors, je vous le demande à nouveau. Qui êtes-vous? Amélie soutint son regard. Que devait-elle révéler? Son instinct de survie lui hurlait de mentir, d'inventer une histoire de bourse de langue ou de programme d'études à l'étranger. Mais en regardant l'intelligence féroce dans ses yeux, elle savait qu'un simple mensonge ne tiendrait pas. C'était un homme qui démantelait des corporations complexes pour gagner sa vie. Il démolirait une histoire bancale en quelques secondes. Elle choisit une vérité partielle, une miette de pain qui l'éloignerait de ses secrets les plus vulnérables. « J'ai été élevée pour maîtriser plusieurs langues », dit-elle, son ton sec et formel. Le japonais en faisait partie. C'était considéré comme un prérequis pour le monde auquel j'étais censé appartenir. Ses yeux se plissèrent. Censé appartenir? Quel monde est-ce? Un monde où des hommes comme vous discutent d'OPA au style au dîner, dit-elle, la pique subtile mais acérée. Un monde dont je ne fais plus partie. Une lueur de quelque chose, pas de la compréhension, mais une curiosité naissante, traversa son visage. Il traitait l'information, recoupant son accent, sa posture, l'autorité sans effort qu'elle projetait même. Dans son uniforme de serveuse. Ce n'était pas juste une femme intelligente qui avait appris une langue. C'était une éducation. C'était de l'ancienne fortune, même déchue. Laurent, murmura-t-il, goûtant le nom. Ce nom ne m'est pas familier. Il ne le serait pas, dit Amélie froidement. Ce n'est pas un nom qui évolue dans vos cercles. Plus maintenant. C'était un risque calculé. Elle comptait sur le fait que son nom de famille complet, Vasseur, avait été enterré sous des années de batailles juridiques et de ruines financières. Laurent était assez courant pour être anonyme. Julien se tut, l'étudiant. Il était comme un grand maître aux échecs, réévaluant tout l'échiquier parce qu'un pion venait de se déplacer comme une reine. L'insulte initiale à table avait été une question de pouvoir. Sa réponse avait été un contre-mouvement. Cette conversation était la nouvelle étape du jeu. Il s'était attendu à une employée en larmes et terrifiée. Il avait trouvé une adversaire calme et énigmatique. Vos commentaires sur Innovation Ishikawa, dit-il en changeant de tactique. Vous en avez parlé comme si vous les connaissiez. Je les connais de réputation, corrigea-t-elle. Je connais leur réputation d'honneur et de qualité. Une réputation qu'il est souvent difficile pour les étrangers de valoriser correctement. Elle lui renvoya son propre mot, un écho délibéré de son insulte. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, encore moins par quelqu'un qu'il avait si complètement méprisé. Il fit un autre pas vers elle, jusqu'à se tenir directement devant elle, l'obligeant à pencher légèrement la tête en arrière pour croiser son regard. La disparité de leur taille et de leur présence physique était immense. Mais Amélie refusa de reculer. « Vous jouez à un jeu dangereux, Amélie Laurent, » dit-il, sa voix un murmure grave. « Ce n'est pas moi qui l'ai commencé, monsieur Delacroix, » murmura-t-elle en retour, sa voix glaciale. « Je ne faisais que verser votre eau. C'est vous qui avez décidé de parler dans une langue que vous supposiez être votre code privé. Vous avez fait une mauvaise supposition. Dans votre secteur, n'est-ce pas considéré comme de la paresse? » Elle utilisa son propre mot contre lui, celui qu'il avait utilisé pour humilier son jeune analyste. Elle vit l'éclair de fureur dans ses yeux, mais il fut rapidement masqué par une lueur de respect réticent, presque imperceptible. Il avait essayé de l'intimider, et elle avait répondu à son pouvoir avec une intelligence froide et vive qui était en tout point son égale. Il la fixa encore un long moment, puis recula brusquement, créant à nouveau de l'espace entre eux. « Retournez à votre travail, » dit-il, son ton plat et à nouveau méprisant. Mais le mordant avait disparu. C'était un ordre donné par un homme qui avait perdu le contrôle de la situation et tentait désespérément de le regagner. Sans un mot de plus, Amélie se tourna, déverrouilla la porte et sortit, laissant Julien Delacroix seul dans le petit bureau, entouré de l'odeur des produits de nettoyage et du mystère profond et troublant de la serveuse qui parlait sa langue mieux que lui. Il avait maintenant un nom, Amélie Laurent, et une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Et Julien Delacroix résolvait toujours ces énigmes. Julien Delacroix n'était pas devenu milliardaire en laissant des anomalies inexplorées. Amélie Laurent était l'anomalie la plus flagrante qu'il ait rencontrée depuis des années. Dès qu'il retourna à son appartement-terrasse surplombant le champ de Mars, une étendue stérile de verre, d'acier et d'art moderne, il mit en branle ses formidables ressources. Il ne délégua pas la tâche à un subalterne. C'était personnel. Il s'assit à son bureau en obsidienne, le paysage urbain scintillant sous lui comme un tapis de diamants, et tapa un nom dans la base de données d'enquête privée la plus sécurisée que l'argent puisse acheter.
Amélie Laurent, âge approx. 23-25 ans, Paris, employeur actuel, restaurant Le Céleste. Les premiers résultats étaient maigres, exactement comme elle l'avait probablement prévu. Un numéro de sécurité sociale, un historique de location pour un appartement dans le 19e, un historique de crédit modeste mais impeccable. Rien qui n'explique le sang-froid, l'intellect ou le japonais aristocratique sans faille. C'est sa façade publique, murmura-t-il pour lui-même. Le masque. C'était un prédateur, et il connaissait l'odeur d'une fausse piste. Le nom Laurent était la clé. Il élargit les paramètres de recherche, creusant plus profondément, recoupant les actes de naissance, les titres de propriété et les archives financières sur 3 décennies. Il ajouta des mots-clés japonais, finance, linguistique. Il ordonna à son système de rechercher des variations du nom de famille. Pendant des heures, il travailla, alimenté par du café noir et une obsession dévorante. L'humiliation au restaurant avait piqué son orgueil, mais c'était le mystère qui le captivait vraiment. C'était une boîte à énigmes, et il était déterminé à trouver la clé. À 3h17 du matin, il la trouva. Le système signala une affaire de faillite presque oubliée datant de 8 ans, un géant de l'industrie qui avait été autrefois un concurrent respecté de la propre entreprise de son père. La société s'appelait le groupe Vasseur. À sa tête se trouvait le PDG Arthur Vasseur. Les dossiers contenaient des photos de famille tirées de vieilles pages mondaines. Un Arthur plus jeune, confiant et souriant, son élégante épouse et leur fille, une adolescente aux yeux intelligents et étonnamment familiers. Son nom était Amélie Vasseur. Julien se renversa dans son fauteuil, un lent frisson parcourant sa colonne vertébrale. Vasseur. Tout s'emboîta avec une clarté écœurante. Le groupe Vasseur n'avait pas seulement fait faillite. Il avait été poussé à la ruine par une série de manœuvres prédatrices et agressives. Leur principale faiblesse avait été leur lourd investissement sur le marché japonais, un marché sur lequel ils naviguaient sur la base de l'honneur et de contrats conclus par une poignée de main. Et le prédateur principal, le requin qui avait senti le sang dans l'eau et mené la curée, avait été son propre père, Alistair Delacroix. Julien se souvint des conversations de sa jeunesse, son père se vantant des dinosaures de chez Vasseur, incapables de s'adapter à un monde plus impitoyable. Alistair avait vu leur code de l'honneur comme une faille fatale et l'avait exploité sans pitié, déclenchant une réaction en chaîne qui avait finalement conduit à leur effondrement. Arthur Vasseur avait tout perdu, son entreprise, sa fortune. Et 1 an plus tard, sa vie, d'une crise cardiaque que sa famille avait toujours imputée au stress et à la honte de sa ruine. Amélie Laurent n'était pas juste une serveuse. Elle était Amélie Vasseur, la dernière descendante d'une maison déchue, la fille de l'homme que son père avait détruit. La révélation le frappa avec la force d'un coup physique. L'ironie était stupéfiante. Il s'était assis dans un temple du luxe, rabaissant la fille du rival vaincu de son père, en utilisant la langue même que sa famille avait maîtrisée pour les affaires qui avaient été leur raison de vivre. Il n'avait pas seulement insulté une serveuse. Il avait dansé sur la tombe de l'héritage de sa famille. Il ressentit une vague de quelque chose qu'il éprouvait rarement, un sentiment de honte profond et troublant. Son arrogance avait été plus qu'un simple manque de savoir-vivre. C'était un acte de cruauté cosmique. Pendant ce temps, dans son petit appartement parisien, Amélie vivait avec les conséquences de son défi. On l'avait laissé finir son service au Céleste, mais l'atmosphère avait été lourde de questions non dites. Marc avait évité son regard. Ses collègues serveurs lui avaient laissé une large place, ne sachant pas si elle avait des ennuis ou si elle avait accompli une sorte de miracle. Elle rentra chez elle pour trouver sa grand-mère, Catherine, éveillée dans son fauteuil préféré, le sifflement de la machine à oxygène un rythme doux dans l'appartement silencieux. « Tu es en retard », dit Catherine, sa voix mince mais vive. « Et tu as l'air d'avoir lutté avec un ours. » Amélie réussit un faible sourire, s'affaissant sur le pouf usé au pied de sa grand-mère. Quelque chose comme ça. Elle ne pouvait se résoudre à raconter à Catherine ce qui s'était passé. Mentionner le nom de la croix dans cette maison, c'était invoquer une malédiction. Catherine avait été une brillante avocate d'affaires, la conseillère la plus fiable de son mari. Elle connaissait chaque détail des tactiques brutales de la famille Delacroix. Apprendre qu'Amélie servait maintenant Julien Delacroix, et encore plus qu'elle l'avait confronté, lui causerait une détresse inimaginable. « C'était juste un client difficile, Nana », dit Amélie, le mensonge ayant un goût de cendre. Mais les yeux de sa grand-mère, toujours vifs derrière ses lunettes, voyaient plus que ce qu'Amélie disait. « Sois prudente, ma chérie », dit-elle doucement, sa main trouvant celle d'Amélie. « Il y a des fantômes dans ce quartier de la ville. Nos fantômes. » Amélie serra la main de sa grand-mère, une boule se formant dans sa gorge. Elle avait gagné la bataille, mais la victoire avait un goût amer. Elle s'était exposée,
avait mis en péril sa fragile stabilité, et pourquoi? Un moment de satisfaction. Maintenant, Julien Delacroix connaissait son nom. Un homme avec ses ressources ne laisserait pas le mystère en suspens. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne déterre le nom de Vasseur. Elle resta éveillée pendant des heures cette nuit-là, écoutant les sirènes dans la rue en bas et le sifflement régulier de la machine à oxygène dans la pièce voisine. Elle avait jeté une pierre dans un lac paisible, et maintenant elle ne pouvait qu'attendre que les ondulations atteignent son rivage. Le poids de son héritage, un héritage à la fois d'immenses privilèges et d'échecs catastrophiques, semblait plus lourd que jamais. Elle avait prouvé qu'elle était toujours Amélie Vasseur. Elle était terrifiée par ce que cela signifiait. 2 jours s'écoulèrent dans un état d'animation suspendue. Chaque fois que le téléphone sonnait, le cœur d'Amélie bondissait dans sa gorge. Chaque fois que Marc la regardait au restaurant, elle s'attendait à être convoquée dans son bureau et renvoyée. Mais rien ne se passa. Julien Delacroix ne retourna pas au Céleste. Il n'y avait pas de berline noire qui l'attendait devant son appartement. Le silence était plus angoissant qu'une menace ouverte. Le 3e soir, alors qu'elle se préparait pour son service, sa paix soigneusement construite fut brisée. Un coursier arriva à sa porte. Un homme en uniforme impeccable, tenant une élégante enveloppe noire. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, seulement son nom, Amélie Laurent, écrit dans une calligraphie élégante et nette. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier cartonné de couleur crème. Le message était bref et tapé dans une police sans empattement net. Mademoiselle Laurent, j'ai besoin d'une consultation concernant une acquisition potentielle au Japon. Votre perspective unique serait inestimable. Ma voiture vous attendra demain matin à 9 h. Julien Delacroix. Ce n'était pas une demande. C'était une convocation. Sous son nom se trouvait une adresse. L'adresse du siège du groupe Delacroix, un gratte-ciel étincelant d'acier et de verre au cœur de la Défense. La peur et la fureur se livrèrent bataille en elle. Une consultation? Après ce qu'il avait dit, après ce que sa famille avait fait, l'audace était à couper le souffle. Il jouait avec elle, agitant sa connaissance comme une carotte, lui rappelant qu'il savait qu'elle était plus que ce qu'elle paraissait. Son premier instinct fut de déchirer la carte en morceaux. Mais alors que la colère initiale s'apaisait, une curiosité froide et pragmatique prit sa place. Il ne l'avait pas renvoyée. Il ne l'avait pas menacée. Il lui proposait une réunion sur son territoire. C'était un jeu de pouvoir, mais c'était aussi une opportunité. Une opportunité de comprendre ses motivations, de voir l'échiquier sur lequel leur étrange parti se jouait désormais. Refuser, c'était montrer sa peur. Accepter, c'était entrer dans la fosse aux lions. Son père n'avait jamais reculé devant un défi. Elle non plus. Le lendemain matin, elle ne mit pas son uniforme de serveuse. Elle alla chercher au fond de son placard une housse à vêtements qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvait le dernier vestige de son ancienne vie. Une robe gris anthracite simple et impeccablement coupée, un vêtement qui murmurait la confiance tranquille et l'ancienne fortune. Elle l'assortit avec le seul bijou de valeur qui lui restait, un simple médaillon en argent de son père. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne vit pas une serveuse. Elle vit Amélie Vasseur qui la regardait. La berline noire attendait précisément à 9 h, comme la note l'avait promis. Le trajet jusqu'à la Défense fut un voyage dans le temps, à travers les rues d'une ville qui avait été autrefois son terrain de jeu. La voiture s'arrêta devant l'entrée vertigineuse du groupe Delacroix. Le bâtiment était un monument imposant à la richesse et au pouvoir, conçu pour que quiconque y entre se sente petit. Amélie ne se sentit pas petite. Elle fut escortée directement au dernier étage, au bureau du PDG. C'était un vaste espace minimaliste avec des baies vitrées offrant une vue divine sur Paris. Julien Delacroix n'était pas assis derrière son immense bureau. Il se tenait près de la fenêtre, tout comme dans le bureau du restaurant, contemplant son royaume. Il se tourna lorsqu'elle entra. Il portait un costume parfaitement ajusté, mais son expression était différente. L'arrogance avait disparu, remplacée par un regard complexe et gardé qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Mademoiselle Laurent, dit-il, sa voix égale. Merci d'être venue. Vous avez fait en sorte que je n'ai pas le choix, monsieur Delacroix, répondit-elle, son ton tout aussi neutre. Il désigna 2 fauteuils en cuir positionnés au centre de la pièce, loin de la barrière intimidante de son bureau. C'était un choix délibéré, destiné à créer un semblant de terrain neutre. Elle s'assit, sa posture parfaite, ses mains calmement posées sur ses genoux. Il s'assit en face d'elle, se penchant légèrement en avant, les mains jointes. « Je sais qui vous êtes, » dit-il, décidant de renoncer à toute prétention. « Amélie Vasseur. » Le cœur d'Amélie eut un soubresaut douloureux, mais elle garda une expression impassible.
Il semble que vos compétences en recherche soient aussi agressives que vos tactiques commerciales. Une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité traversa son visage. Ce que mon père a fait au groupe Vasseur, c'était des affaires. C'était impitoyable, mais ce n'était pas personnel. Mon père a perdu son entreprise et sa vie, dit Amélie, sa voix dangereusement calme. Ma grand-mère a perdu son mari et sa maison. Je vous assure, monsieur Delacroix, que cela nous a semblé profondément personnel. La vérité de ces paroles flotta entre eux, crue et laide. Julien eut la décence de paraître mal à l'aise. Je ne m'excuserai pas pour les actions de mon père, dit-il, sa voix retrouvant une partie de sa fermeté familière. Mais je reconnais le contexte de notre rencontre au restaurant. Mon comportement était inacceptable. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses pour un homme comme Julien Delacroix. C'était instructif, le corrigea-t-elle. Cela m'a appris que rien n'a changé. Il ignora la pique. Je vous ai fait venir ici pour une raison, mademoiselle Vasseur. Comme vous l'avez correctement deviné, nous poursuivons l'acquisition d'innovations. Ishikawa. Et comme mon associé l'a souligné, leur culture d'entreprise est une forteresse. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous aider à la comprendre. Pas pour la détruire, comme vous pourriez le supposer, mais pour y naviguer. Nous voulons leur brevet en robotique, pas leur âme. Il marqua une pause, ses yeux gris se fixant sur les siens. Vous comprenez leur culture. Vous parlez leur langue. Vous comprenez les nuances d'honneur et de respect que mon équipe, que je ne maîtrise manifestement pas. Puis vint la proposition, le coup qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Je veux vous engager, dit-il. Pas comme consultante temporaire. Je veux vous offrir un poste permanent au groupe Delacroix en tant que conseillère spéciale pour nos acquisitions sur les marchés asiatiques. Vous me rapporteriez directement. Votre connaissance est un atout dont nous avons besoin. Un atout pour lequel je suis prêt à payer généreusement. Amélie était sans voix. Il lui offrait un travail, une bouée de sauvetage, une issue à son existence épuisante et précaire. Il lui offrait une chance de reprendre une place à la table, une position de pouvoir et d'influence pour laquelle elle avait été formée toute sa vie. Et cela lui était offert par le Fils de l'homme qui lui avait tout pris. L'ironie était vertigineuse. Était-ce une offre sincère, une reconnaissance de ses compétences? Ou était-ce une nouvelle forme de cruauté plus sophistiquée, une façon d'apaiser sa propre culpabilité en faisant d'elle une employée dorée, un trophée de la victoire de sa famille? Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près. Était-ce son jeu? Neutraliser la dernière des Vasseurs en la mettant sur sa liste de paix? Pourquoi? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Pourquoi m'offririez-vous cela? Julien se renversa, son expression illisible. Parce que ce soir-là, au restaurant, vous avez fait quelque chose que personne n'a fait depuis très longtemps. Vous m'avez surpris. Vous m'avez déjoué. Dans mon monde, un talent comme celui-là est une marchandise bien plus précieuse que l'argent. Je me fiche de votre nom de famille. Ce qui m'importe, c'est ce que vous pouvez faire. Et je pense que vous et moi pourrions former une équipe redoutable. Il laissa l'offre en suspens dans l'air, une proposition stupéfiante, incroyable. Le chemin du retour vers son ancien monde était pavé par le plus grand ennemi de sa famille. Le choix lui appartenait, s'accrocher aux fantômes du passé ou saisir un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible, même si cela signifiait pactiser avec le diable lui-même. Amélie sortit de la tour du groupe Delacroix dans la symphonie chaotique d'un après-midi parisien. L'air était épais des odeurs de crêpes et de gaz d'échappement, à des lieues de l'atmosphère stérile et raréfiée du bureau de Julien Delacroix. Son offre résonnait dans son esprit, un battement de tambour incessant et assourdissant. Une équipe redoutable. Elle ne rentra pas directement chez elle. Au lieu de cela, elle marcha, ses pieds la portant sans but à travers les canyons de béton d'une ville qui avait été témoin à la fois de l'ascension de sa famille et de sa chute spectaculaire. Elle marcha pendant des heures, essayant de démêler le nœud d'émotions contradictoires dans ses entrailles. L'offre était à la fois une insulte et une opportunité. L'accepter ressemblait à une trahison de la mémoire de son père, une capitulation face au nom même qu'il avait détruit. La fierté des Vasseurs, cette même fierté qui l'avait poussé à parler au restaurant, lui hurlait de jeter l'offre à la figure de Julien Delacroix. Mais il y avait l'autre côté, le côté pragmatique et épuisé d'elle qui savait ce que cela signifiait. Cela signifiait la fin de l'inquiétude constante et lancinante pour l'argent. Cela signifiait les meilleurs médecins pour sa grand-mère, un meilleur appartement, une évasion des humiliations nocturnes au céleste. Ce n'était pas seulement un travail. C'était une résurrection. Plus que cela, c'était une chance de reprendre son pouvoir. Quelle meilleure façon d'honorer l'héritage de son père que de revenir dans le monde dont il avait été chassé, et de le faire non pas en tant que victime,
mais en tant qu'acteur clé. Elle ne travaillerait pas pour Julien Delacroix, se raisonna-t-elle. Elle travaillerait avec lui. Il avait besoin de ses connaissances, de sa fluidité culturelle unique. Cela lui donnait un levier. Cela faisait d'elle une égale, pas une subordonnée. Elle pourrait être une voix de la raison, de l'éthique, un moyen de s'assurer que ce qui arriverait à Innovation Ishikawa ne serait pas une répétition de ce qui était arrivé au groupe Vasseur. Peut-être que la vraie vengeance n'était pas la destruction, mais la transformation, le fait d'entrer au cœur de l'empire de son ennemi et de le changer de l'intérieur. Ce soir-là, elle s'assit avec sa grand-mère, la décision tacite lourde dans son cœur. Elle lui raconta finalement tout. La rencontre au restaurant, la révélation de son identité et l'offre d'emploi stupéfiante. Catherine écouta sans l'interrompre, ses mains frêles agrippant les bras de son fauteuil. Quand Amélie eut terminé, la vieille femme resta silencieuse un long moment, le regard lointain. Amélie se prépara à une tirade, à une accusation de trahison. Au lieu de cela, Catherine hocha lentement la tête, d'un air pensif. « Ton grand-père, dit-elle, sa voix rauque, me disait toujours, ne laisse jamais ton ennemi écrire ton histoire. » Arthur était un homme brillant, mais sa fierté était sa faiblesse. Les Delacroix l'ont utilisé contre lui. Ils l'ont acculé dans un coin où son seul choix était de mener une bataille honorable mais perdue d'avance. Elle tourna ses yeux vifs vers Amélie. Ce Julien Delacroix ne t'a pas acculé dans un coin. Il a ouvert une porte. Ne prends pas cela pour de la gentillesse. C'est un mouvement stratégique, mais une porte est une porte. Ce que tu fais en la franchissant ne dépend que de toi. Tu n'es pas ton père, Amélie. Tu es une Vasseur, oui, mais tu es aussi ta propre femme. Tu peux être plus intelligente. Tu peux être plus impitoyable. Va là-bas, prends son argent, utilise ses ressources, et montre-lui ce que le nom Vasseur signifie vraiment. La bénédiction de sa grand-mère fut la pièce finale. Ce n'était pas un pardon pour les Delacroix, mais une permission pour Amélie d'écrire son propre avenir. Le lendemain matin, Amélie appela la ligne privée de Julien Delacroix. « J'accepte, dit-elle, sa voix claire et ferme, à 3 conditions. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « J'écoute. » Premièrement, dit Amélie, ma rémunération inclura une mutuelle santé complète et rétroactive, couvrant toutes les dépenses médicales de ma grand-mère de l'année écoulée. Deuxièmement, dans toutes les négociations avec Innovation Ishikawa, j'aurai le dernier mot sur toutes les questions de protocole culturel et de relations avec les employés. Nous acquérons leur technologie, pas leur dignité. Troisièmement, vous ne claquerez plus jamais, au grand jamais, des doigts pour m'appeler. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis Amélie entendit quelque chose d'inattendu, un son bas et doux. C'était Julien Delacroix qui riait. Ce n'était pas un rire moqueur, mais une explosion courte et vive de surprise et de respect sincère. « Acceptez, mademoiselle Vasseur, » dit-il. « Bienvenue au groupe Delacroix. » 2 semaines plus tard, Amélie Vasseur franchit les portes vitrées de la tour du groupe Delacroix, non pas en tant que visiteuse, mais en tant que cadre. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine qui avait coûté plus de 2 mois de son salaire de serveuse, un achat fait avec la prime de signature qui avait déjà été déposée sur son compte. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur qui l'emmènerait au dernier étage, elle aperçut son reflet dans les portes en acier poli. Elle vit les mêmes yeux, le même visage qui avait servi des plats à 100 € quelques semaines auparavant, mais la peur et l'épuisement avaient disparu. À leur place se trouvait une confiance froide et inébranlable. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur la suite exécutive. Julien était là, parlant avec David Chen. Il la vit et mit fin à sa conversation, s'approchant pour l'accueillir. « Amélie, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. « Monsieur Delacroix, » répondit-elle, son ton professionnel et inflexible. Une trêve non écrite s'installa entre eux. Ils n'étaient pas amis. Ils ne le seraient peut-être jamais. Les fantômes de leur père, du groupe Vasseur, se dresseraient toujours entre eux. Mais ils étaient désormais des alliés, liés par un objectif commun et un respect réticent et durement gagné. Elle était la gardienne d'un héritage qu'il avait essayé de comprendre, et il était l'architecte d'un avenir qu'elle avait maintenant le pouvoir de façonner. La bataille était terminée. La guerre pour l'honneur de sa famille, pour son propre avenir, venait de commencer. Et cette fois, elle ne servait plus à table. C'est elle qui la mettait.